Frédéric, tu tiens un site web qui s'appelle justement Réussir son BPGEPS, que tu as créé même toi-même en tant que tel il y a un Ouais, bon il y a moment 7 ans, déjà. hein, en 2014. Super. Tu l'as créé quand tu étais en formation, si j'ai bien compris, pour partager à un maximum de personnes à qui ça peut être utile, justement, de les aider à réussir leur BPGEPS. Pour rappel, si quelqu'un du Québec est en train de nous écouter, un BPGEPS, c'est la formation universitaire pour devenir préparateur physique, coach sportif. Donc, en tant que tel, tu partages sur ton blog tous les démarches, les enjeux, les solutions qui se posent à eux quand ils entament une reconversion ou qu'ils entament la formation en tant que tel. Exactement. Ouais. Au tout départ, je partageais mes cours que je rendais assez compréhensibles et imagés. Et une fois que j'ai partagé mes cours, après, je suis plutôt allé sur la préparation au BPGEPS, sur la reconversion professionnelle et sur l'accompagnement, les questions qu'on se pose une fois diplômé. Ouais. Aujourd'hui, on voulait parler de n'attends pas le diplôme pour démarrer ta carrière de coach sportif. Le titre s'affiche à l'écran. Est-ce que tu voudrais nous dire pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui? Oui, bien sûr. Souvent, on veut y aller étape par étape, à savoir d'abord je prépare mes tests d'entrée, après je suis en formation et je me concentre sur la réussite de mon diplôme. Et une fois que j'ai mon diplôme, eh ben, je commence à réfléchir sur comment commencer mon activité. Donc si vous faites ça, en fait c'est déjà un peu trop tard, dans le sens où d'un, il faut avoir un projet professionnel qui soit clair. Et c'est loin d'être évident d'avoir un projet professionnel clair qui réponde à un besoin du marché et qui corresponde à notre personnalité et à nos atouts, premièrement. Et de deux, ça met du temps pour démarrer une activité, pour se lancer. Une fois qu'on a le diplôme, certains pensent peut-être inconsciemment que à partir du moment où ils ont le diplôme, en fait, hop, il y a une communication globale mondiale qui est faite sur les réseaux sociaux en disant, bam, Étienne Dubois est diplômé du BPGEPS, allez-y, foncez sur lui, voici ses coordonnées, il est génial. Et tu as direct 20 Il est clients direct vaincu. du jour au lendemain. Voilà, donc en fait, ça marche pas comme ça, malheureusement, ce serait plutôt cool. Euh, c'est peut-être une idée pour la suite, mais en tout cas, ça marche pas comme ça actuellement. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui se Ouais. prépare longtemps en avance, quoi. Qui se prépare au moins quelques mois en avance, voire un an en avance, voire même avant de débuter le diplôme. Ouais. Ouais, et aujourd'hui, donc, j'ai lancé un petit sondage dans le chat. On est donc à 56% de personnes qui envisagent justement une reconversion professionnelle, donc qui n'ont pas encore l'emploi, et 44% qui sont étudiants actuellement au BPGEPS. Donc, on est bien d'accord hein, d'avoir un plan, et puis quand vous sortez, vous allez donc déjà avoir quelque chose en cours au lieu d'être simplement là, de commencer à ce moment-là. Et donc, ben, de ne pas avoir de clients pendant un bon bout là, en tant que tel. Si vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez jamais à les poser dans le chat. Si vous êtes en live, c'est un peu l'atout, l'avantage d'être dans le webinaire en live. C'est que vous pouvez nous poser vos questions et puis je vais pouvoir les relancer à Frédéric. Si vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube, eh bien, il est un peu trop tard, mais vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux. On va aussi là, vous aider. Inquiétez-vous pas. D'abord, Frédéric, je te propose, faisons un premier tour d'horizon en tant que tel. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi quand tu deviens coach sportif, préparateur physique? À quoi peut ressembler en tant que tel la vie là, à ce moment-là? Ça veut dire les débuts de carrière en tant que coach sportif. Exact, exact. Euh, ben, la carrière de coach sportif aujourd'hui peut être extrêmement différente selon les projets professionnels et selon les profils, ce qui était moins le cas avant. Aujourd'hui, quelqu'un peut par exemple commencer sa carrière en étant salarié dans un groupe de fitness, dans un club de fitness, ou bien à l'autre extrémité, quelqu'un peut être YouTuber ou Instagrammeur et
vendre des programmes en ligne et donc, en gros, travailler derrière son ordi toute la journée. Voilà. Entre ces deux extrémités, il y a tout un tas de possibilités. Et souvent, le coach sportif va mixer différentes activités. Il peut mixer, par exemple, du personal training chez le particulier ou bien en extérieur, ou bien dans une salle. Il peut faire du small group training. Il peut offrir des prestations à des entreprises ou à des mairies. Et souvent, on est sur un mixte d'activités. Moi, par exemple, les personnes qui travaillent avec moi sur le blog Réussir son BPGEPS sont des coachs sportifs, mais ils ont également une activité, par exemple, d'auteur ou de consultant ou de Ouais. formateur. Donc, je dirais presque, Ouais. c'est une chance à chaque coach sa réalité. Il peut y avoir des réalités très différentes selon les coachs. Et le tout, c'est de créer sa vie de rêve, quoi. Ouais. Celle que tu veux comme toi, par exemple, juste toi, tu es un bon exemple. Tu es encore coach de certains clients, mais de l'autre côté, tu as justement le blog Réussir son BPGEPS, tu as même écrit un livre, donc tu as d'autres activités autour en tant que tel. Oui, exactement. Ouais. Et c'est ça aussi qui est passionnant pour des personnes qui ne voudraient pas être cantonnées à une seule activité. Parce que même si on est passionné du coaching sportif et de fitness, coacher, avoir 7 ou 8 clients particuliers tous les jours de la semaine, c'est peut-être qu'au bout d'un certain temps, on commence à se lasser un petit peu de faire ça, quoi. Donc, pour garder un petit peu la flamme et cette passion du coaching sportif, bah, le tout, c'est de ne pas en avoir trop à volonté. Voilà. C'est comme si vous aimiez Ouais. les fondants au chocolat et que vous en prenez au petit déjeuner, au snack, au déjeuner, au goûter et le soir. Bon, peut-être qu'au bout de 3 ans, votre fondant au chocolat, il commencera par vous. Peut-être avant 3 ans aussi. Ça peut aller vite Voilà. Et on donc va être écœuré. On c'est là voit qu'on peut juste. faire un petit Ouais. tour au Québec et Vas-y, prendre excuse. plutôt Oui. une crêpe au sirop d'érable. Hein. Une poutine aussi. On profite. Aussi. Effectivement, on va aller plus dans des produits québécois. L'idée, on voit justement à l'écran là, certaines notions juridiques. Est-ce que tu aurais des informations pour les gens qui nous écoutent sur ces notions-là? Oui, alors effectivement, une des problématiques qui se pose à nous en tant que, enfin à vous en tant que futur coach sportif, c'est quel statut juridique je vais choisir. Est-ce que, si vous êtes en France, est-ce que je vais choisir un statut d'auto-entrepreneur ou un statut d'entreprise individuelle, ou est-ce que je vais devoir créer une société, ou est-ce que je passe par une association? Donc il y a différentes possibilités. Voilà. En général, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord engendrer des revenus, faites du chiffre. Et c'est pas grave en fait si pendant 1 ou 2 mois vous n'avez pas de structure De juridique structure juridique bien stable, stable. c'est pas très grave. Le tout, c'est de d'abord commencer par vendre son activité et exercer, Ouais. et puis rapidement après, certes, mais plutôt après. Oui, mais avant d'engendrer trop de Exactement. coûts, là. Et donc souvent en France, le statut le plus intéressant, parce qu'il permet en fait de démarrer très rapidement, de ne pas payer si jamais vous n'avez pas de chiffre d'affaires, enfin, ou de ne pas payer grand-chose si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, et qui est très très flexible, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc dans la grande majorité des cas, sauf si vous envisagez d'ouvrir une structure physique avec des murs, quelque chose de lourd, mis à part ce cas-là, dans la grande majorité des cas, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui est à privilégier au départ. Ouais. Ouais. Et la différence, normalement, de toute façon, ça va être juste la personne morale en tant que telle, là, ou est-ce qu'une entreprise, une entreprise associée, une société, en fait, va avoir une personne morale, donc
mais c'est un peu juste qu'est-ce que ça change là, entre les deux, là. Donc, effectivement, si vous voulez être coach indépendant, le mieux, c'est toujours de commencer avec auto-entrepreneur, qui est un statut assez facile là, à obtenir en tant que tel. Il y a différentes, justement, tu viens de parler, si on veut ouvrir une structure, c'est un peu la beauté et le casse-tête, en fait, de la profession de coach sportif. Il y a énormément de possibilités en tant que tel. Quand on veut devenir coach sportif, ça veut dire quoi? Et puis, on en a nommé là, certains en tant que tels. Là. Exactement. Donc là, on parle vraiment de... oui, on en a nommé certains, mais c'est vrai que ne serait-ce que si vous travaillez, si vous désirez travailler dans un club de fitness, il y a également différentes possibilités. Voilà, il faut savoir que si vous avez par exemple les cours collectifs, si vous êtes instructeur de cours collectifs, euh, en fait, vous avez la possibilité de vendre vos prestations à la salle. Donc là, vous serez normalement payé avec un tarif horaire. Et là, vous pouvez être dans une seule salle ou plusieurs structures. Ensuite, si vous êtes coach sportif indépendant, dans la majeure partie des cas, ce qui se fait le plus, ce que l'on voit le plus, c'est que le coach sportif paye un loyer dans la salle dans laquelle il travaille pour avoir l'exclusivité, entre guillemets, partagée et la possibilité de recruter des futurs coachés et de pouvoir utiliser le matériel dans la salle. Parce que oui, en fait, si vous ne payez pas quelque chose, vous n'avez pas le droit de coacher quelqu'un dans une salle comme ça, en fait. On va vite vous remettre en place, quoi. Oui. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y en a qui arrivent à trouver des possibilités autres, à négocier avec les salles pour avoir, on va dire, pour être quand même payés parce que ils font par exemple des bilans de départ pour une nouvelle personne, ils font du small group training et donc ils arrivent en fait à avoir un mixte. Ouais. Moitié auto-entrepreneur, moitié Voilà, une employé. possibilité par exemple, c'est d'offrir un petit peu des prestations à la salle en contrepartie d'une gratuité Oui. du loyer. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se voir. Oui. Ça nécessite justement d'être proactif et puis d'aller voir la salle en présentant quelque chose. Donc ça, c'est aussi possible. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une salle que tu recommandes? Est-ce qu'il y a des conseils pour aller aborder une salle? Est-ce que je dois attendre la fin de mon BPGEPS pour aller l'aborder? Non, alors justement, c'est une bonne question. Je sais que tu auras beaucoup de bonnes questions. Donc. Mais alors, Merci. déjà, ça commence, ne serait-ce donc avant même de démarrer la formation, c'est quand vous cherchez une structure. Une structure soit de stage, soit d'alternance. Donc, en France, on a la possibilité, en fait, d'avoir un contrat d'alternance qui est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation, où, en fait, la salle en question vous paye votre formation BPGEPS, qui est quand même une formation qui est coûteuse, qui peut coûter jusqu'à presque 10 000 euros, et en plus qui vous finance. Donc, vous avez par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage aujourd'hui, qui a moins de 20 ans, il va peut-être toucher 800 et quelques euros par mois, ce qui est quand même pas mal, quoi. Et, Ouais. donc, pour ça, en Ouais. fait, il y a la possibilité d'aller voir ces salles-là. Et ça commence avant même le début de la formation. Voilà. Et si, par exemple, c'est une salle qui vous Ouais. intéresse, le fait d'être chez eux pendant 1 an, forcément, vous êtes dans les starting blocks en première ligne si jamais eux cherchent des prestataires Yeah. pour la suite ou des coachs qui travaillent avec eux. Moi, d'ailleurs, pour la petite histoire, Ouais. j'avais été un peu dégoûté à l'époque parce que j'avais fait un double stage. Ma formation a été quasiment payée, mais j'avais fait un double stage. Et une des salles a fermé pas longtemps après. Bon, c'était pas à cause de moi, mais et puis l'autre salle, c'était j'espère. L'histoire ne dit pas pour de vrai que c'était pas Et pour l'autre toi. salle, c'était un gros groupe. Et j'avais vraiment fait beaucoup pour eux. Ils étaient vraiment très satisfaits de moi. Enfin, c'était une bonne relation. Et puis à la fin, ils m'ont simplement dit: ah oui, Fred, on est vraiment content de toi. On a vraiment quelque chose à te proposer. En fait, c'est que tu deviennes coach chez nous. Et donc, ça va te coûter 400 euros par mois.
Donc, petit silence. Moi, j'étais OK. Alors, le cadeau, c'est qu'en fait, je paye tous les mois. À moitié. 65. C'est pas un cadeau, en fait, tu me vends quelque Voilà. chose. Donc, voilà. Donc, les salles sont demandeurs de ça parce que pour eux c'est que du Ouais. bénéfice, en fait. Ils reçoivent un loyer. Oui, En plus, oui, ça, les adhérents ont l'impression qu'il y a plus de professionnels qui sont là pour leur donner des conseils et puis oui, présents. Et oui. Ouais, ça on offre un fait nouveau un nouveau service service. sans avoir le risque, en fait, pour les structures, là. On est d'accord. Et donc, c'est un peu pour tout le monde qui nous écoute, et dis-moi, Frédéric, si je me trompe, mais c'est justement un peu pourquoi il faut se poser la question avant de commencer, quel type de coach je veux être, dans quel type de structure je veux être. Parce que si mon désir, c'est d'être en individualisation, hors, en cours extérieur, je dis n'importe quoi, mais si c'est mon désir, peut-être que je n'irai pas justement vers les clubs, je vais aller au pire vers une compagnie qui fait des cours en extérieur. Donc, ça change en fait le parcours de savoir un peu au moins le type de destination que vous avez le goût là, en tant que tel. Exactement. Euh, j'aimerais juste mettre J'aimerais juste mettre un petit bémol sur le 100% Internet parce que de plus en plus de monde se dirige vers là. Faites juste attention, écoutez d'autres de nos webinaires si vous voulez, mais ce n'est pas l'Eldorado qui paraît là en tant que tel. Donc, juste petit bémol comme ça. On vient de parler un peu des structures en tant que telles. Mais le métier de coach n'est pas figé en tant que tel. On parle souvent de formation continue. Donc, on peut toujours évoluer en se spécialisant ensuite. Euh, quelle sorte de spécialisation ou de cours ou de nouvelles techniques est-ce que tu proposes pour ajouter à son CV en tant que préparateur ou coach sportif? Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu proposes plus? Alors, oui, effectivement, lors d'une formation comme le BPGEPS, il faut savoir que la nutrition n'est pas abordée. On a juste quelques cours sur la Oui, différence entre les protéines, les glucides et les lipides, quoi. Mais c'est pas ça qui va nous faire pouvoir aller oui, loin dans les conseils alimentaires. Et donc, pour moi, un des premiers conseils, c'est de suivre une formation de nutrition, si possible ciblée sur la nutrition du sportif, par exemple sur la perte de poids ou sur la prise de masse musculaire ou sur les sports d'endurance. Alors, en France, si on veut vraiment être diététicien diplômé, il faut suivre un BTS qui dure 2 ans, qui est en oui, général, ça demande 2 ans de formation, ce qui est un petit peu compliqué. Mais il faut savoir qu'il existe des formations en ligne ou non qui, en fait, peuvent être financées et en fait qui permettent d'avoir qui permettent, voilà, certaines d'être certifiantes et d'avoir la possibilité, du coup, de donner des conseils à un public de sportifs. Donc, le premier point, effectivement, c'est une formation nutrition. Je trouve que c'est vraiment essentiel. Euh, ouais, puis même sans devenir nutritionniste, au moins d'avoir des bases pour pouvoir aider le client, l'orienter. Et au final, au pire, tu l'orientes vers une vraie une nutritionniste diplômée là, en exactement. tant que telle. Mais au moins, ça donne des Exactement. bases Moi, de c'est ce que plus. je fais. Quand c'est des cas vraiment complexes, effectivement, je vais orienter vers un professionnel. Euh, Ouais, mais souvent, en fait, ce que les personnes recherchent, c'est une vision un petit peu globale et d'avoir un ou deux conseils qu'ils peuvent mettre directement en application. Et moi, c'est vrai que souvent, quand j'ai ouais, des nouveaux coachés ou bien quand je fais un point régulier avec eux, en fait, on va euh, voilà, je vais leur poser des questions sur leurs habitudes alimentaires. Et en fait, assez rapidement, je peux voir en fait ce qui cloche. Voilà, c'est souvent par exemple le petit déjeuner qui est assez facilement modifiable parce qu'en France, on aime bien les petits déjeuners 100% sucrés, ce qui n'est pas idéal en fait. euh, que l'on veut perdre du poids ou que l'on veut prendre de la masse musculaire, c'est pas idéal. ouais. Donc déjà, rien qu'en modifiant un petit peu le petit déjeuner, souvent les personnes voient rapidement la différence, quoi. Euh, Un croissant au chocolat, c'est pas bon. Ils sont bons les croissants, hein. Ils sont bons, Ah, ils ou sont les bons pains au quand même. chocolat.
effectivement, tous les jours, enfin, ce que je vois plutôt, moi, c'est des tartines de beurre et de confiture avec du jus Oui, d'orange, avec voilà, double ou un beurre. soda. Enfin, voilà, c'est pas idéal. Donc, première formation que je conseille vivement, effectivement, c'est l'alimentation, parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir des résultats plus rapides avec vos coachés. Et puis ensuite, il y a énormément de formations passionnantes. Il y en a certaines qui peuvent être vraiment par rapport à ce que vous allez enseigner. Par exemple, moi, au tout départ, j'étais spécialisé CrossFit. Et effectivement, pendant ma formation BPGEPS, j'ai passé 4 ou 5 diplômes de CrossFit. Donc le CrossFit Level 1 et puis quelques diplômes de spécialisation en haltérophilie, en gymnastique, etc. Et ça, du coup, j'ai pu, enfin, je les avais sitôt mon diplôme en poche. Et donc, je pouvais exercer moi, j'étais plutôt allé chez des particuliers ou faire du small group training sur une méthodologie type cross-training. Mais le fait d'avoir été diplômé CrossFit, ça me permettait d'avoir en fait une méthodologie euh, que je pouvais après utiliser. Donc, il peut y avoir du CrossFit, il peut y avoir par exemple de la Zumba, il peut y avoir du Pilates, il peut y avoir des cours collectifs comme le RPM ou comme les différents cours de Les Mills, Body Attack, Body Pump. Donc, en fait, voilà, il y a toute une possibilité de cours qui peuvent vous donner une spécialisation dans ce que vous faites. Voilà. À noter donc qu'en France, pour pouvoir exercer le métier de pilote, d'instructeur pilote contre rémunération, il faut un diplôme de type BPGEPS. Voilà. Par contre, pour exercer une activité de prof de yoga, il n'y a pas besoin de BPGEPS. Voilà. Ça peut sembler étonnant, mais en C'est tout cas, voilà, pratique. c'est bon à savoir. On se fait demander par Arnaud, simplement, as-tu une formation de nutrition que tu conseillerais spécifiquement ou Euh, alors, moi, il y en a deux il y en a une que j'ai suivie moi-même, et puis une autre où je sais que le formateur est vraiment de grande qualité. Celle que j'ai suivie moi, c'était l'organisme Perfo Diète. La formatrice s'appelle Audrey Delaterre, que vous pouvez contacter. Et c'est une formation vraiment de nutritionniste du sport. Donc, où on voit la prise de masse musculaire, la sèche, la perte de poids, les sports d'endurance, donc qui était vraiment très bien. Donc, perfo diète. Et sinon, on a donc ça, c'est une formation qui est quand même longue, hein, qui est autour à l'époque c'était 88 heures, je crois que maintenant il y a plus de 120 heures, qui est quand même une grosse formation. Et après, on a également des formations nutrition de Christophe Batz, BATS, donc christophe-batz.com, où là, c'est des formations qui durent une journée chacune, avec un formateur qui est connu dans le milieu et qui donne déjà des bonnes bases. Voilà. Et c'est des formations, normalement, ouais. qui peuvent être au moins partiellement prises en charge. OK. Excellent. Et autre question nous vient de Camille. Pour exercer en CrossFit, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une formation Oui, CrossFit alors, pour exercer comme dans une ouais, ouais. box de CrossFit? Alors, il faut savoir que CrossFit, c'est une marque. Donc, c'est une entreprise. Et ils ont, voilà, c'est très rigoureux en fait pour pouvoir utiliser le terme CrossFit et pour pouvoir l'enseigner. Normalement, donc, Ouais. si vous marquez CrossFit sur votre site, il faut en gros que vous fassiez partie d'une box CrossFit affiliée et que vous ayez un diplôme qui est au moins le CrossFit Level 1. Voilà. Si, comme moi à l'époque, vous donniez des cours, moi par exemple, je dis exprès, je donnais des cours de cross-training, je dis pas de crossfit, parce qu'en fait, j'ai pas le droit, donc je respecte je respecte La loi. voilà, leur loi. Et moi, par contre, donc sur mon site, je ne pouvais pas marquer CrossFit, j'ai pas le droit de marquer, je sais pas, CrossFit Mandelieu ou euh, ou de dire que je faisais du CrossFit. Je pouvais juste marquer que j'étais CrossFit Level 1 Trainer. Voilà. Donc moi, j'avais respecté Excellent. voilà, le truc parce que Exact. CrossFit, c'est vraiment un monde. Ça fait partie. Voilà, c'est aussi long.
Ouais, et de compagnie, c'est une exactement. compagnie des États-Unis, donc effectivement, faire attention au terme qui est protégé par eux. Mais comme tu le dis, effectivement, souvent, si vous voulez bypasser, là, donc contourner le terme, en fait, c'est que souvent, il existe un autre terme comme juste une box ou une cross-training qui existe et qui, lui, ne sera pas réglementé comme CrossFit. Mais effectivement, faire attention avec le terme CrossFit qui est fortement protégé là, en tant que tel. As-tu une formation Pilates à nous conseiller? Euh, Même oui, alors chose. une formation Pilates. Alors moi, j'avais suivi une formation Pilates. Alors aujourd'hui, ça change un peu, comment dire, au niveau administratif pour la formation dont je vous parle. Aujourd'hui, vous pouvez, enfin là, on est vraiment entre deux. Donc, je vous dis la formation. La formatrice s'appelle Magali Terry, T-H-E-R-Y, et elle a une formation qu'elle appelle Pilates autrement. Donc, elle avait un site sur ça. Là, elle était passée en début d'année dans les formations de Christophe Batz, qu'on trouve sur christophebatz.com. Et là, elle retourne un petit peu en indépendant. Donc là, on est un petit peu entre deux. Là. Donc, vous pouvez a priori soit la trouver sur Ouais. christophebatz.com, soit sur son site, a priori, Pilate Autrement, s'il s'appelle encore comme ça, mais en tout cas, il s'appelle Magali Terry, T-H-E-R-Y. Donc, vous pouvez la contacter. C'est une formation qui est assez longue, Ouais. qui dure autour de 3 mois, qui prend quand même, je ne sais plus combien ça me prenait par semaine, mais ça me prenait quand même peut-être 5-6 heures par semaine. Et qui, je sais que quand aujourd'hui je suis prof de Pilates, également je donne des cours collectifs de Pilates où j'habite. Et je sais que les personnes qui avaient fait du Pilates jusqu'à présent ont beaucoup aimé ma méthodologie. Donc, c'est en fait Pilates autrement, c'est une méthodologie qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui est vraiment adaptable et à chaque type de personnes que vous avez. C'est pas un cours que vous déroulez comme ça, c'est vraiment un cours que vous adaptez à votre clientèle. Et c'est ça que les gens ont beaucoup apprécié. Ouais. J'ai plusieurs questions qui viennent de Marie, qui me semblent tous très intéressantes, honnêtement. Donc, on en parle en même temps. Que penses-tu, en fait, de business plan à la fin de ton BPGEPS? Donc, comment est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu en ferais un? Tu le ferais sur quelle durée? Est-ce que tu en as fait un? Un business plan. Etc. Oui. euh, Alors moi, je me rappelle quand j'ai quitté le monde de la finance pour avoir un petit peu le droit de quitter avec le plan de départ volontaire. J'avais été suivi par un cabinet de conseil en reconversion professionnelle qui m'avait demandé de faire un business plan hyper précis sur pas mal d'années et tout. En Chose que 5 j'avais ans, faite, j'avais passé avec beaucoup de temps à ça. l'évolution. Et in fine, bon, c'était pour reprendre une boîte, enfin une salle de fitness et de squash. Et finalement, ça n'avait pas eu Ouais. lieu. Ça avait pas eu lieu. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à ça. Euh, le business plan, ah, pourtant, je suis vraiment issu du monde de la finance. J'ai fait une école de commerce. Donc, normalement, business plan, ça devrait bien me parler et tout. Mais c'est pas forcément ce que je conseillerais. Enfin, je conseillerais pas forcément d'y passer trop de temps sur un business plan. Je conseillerais d'abord, en fait, de tester différentes choses. Enfin, encore une fois, si vous êtes avec une grosse structure que vous voulez créer et qui demande un crédit de 500 000 euros et des gros frais, oui, là, il un business plan qui soit solide et concret. Voilà. Si après vous êtes coach sportif indépendant et que vous vendez davantage vos prestations, euh, en fait, là, vous pouvez être un peu plus flexible, vous avez moins de coûts fixes et vous pouvez en fait vous permettre de tester différentes approches et de pas trop vous formaliser sur un business Ouais. plan très, très calé. Voilà. Il vaut mieux d'abord apprendre à vendre, Exact. apprendre à communiquer et avoir quand même une idée assez claire Ouais. de ce que vous voulez faire. Mais après, vous verrez que souvent la réalité vous amène vers un chemin ou un autre. Ouais. Et effectivement, si je peux renchérir là-dessus, les business plans sur des 1 an, 5 ans, etc., c'est encore très demandé par les banques en tant que tel. Donc, si pour un crédit, je te rejoins, là, Frédéric, il faut en faire un. Autrement, pour moi, c'est simplement un processus de réflexion personnelle écrit. Donc, un business plan va aider juste à positionner ses idées. Mais donc, dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'un grand fichier Word de 30 pages avec un proche
projeté de 5 ans. Il existe plusieurs modèles de business plan qui sont plus pour coucher sur papier ses idées. Je pense au Business Canva Model, qui est un super bon livre, qui est une grille très facile à remplir. Et sinon, je pense au site web Pimento Map, si je peux vous donner les deux sites, qui lui aussi, encore une fois, est très rapide. Tu fais next, il te pose une question, tu le remplis, tu refais suivant, tu le remplis. Et à la fin, donc, tu as malgré tout positionné un peu tes idées sur papier. Et donc, ça l'a aidé. Donc, Business Canva Model, qui est un livre à la base, et le Pimento Map, qui serait 2 conseils là, au lieu d'un gros plan trop complexe. À combien montent les charges URSSAF, etc.? Ça, tu vas être mieux que moi pour y répondre. URSAF, ah oui, URSAF. De combien montent les... Oui, URSAF, pardon. Ça va vraiment dépendre de... Là, bon, c'est... Alors, en gros, si vous... Non, donc, je ne sais même pas c'est quoi, si vous en fait. démarrez, non, en gros, l'URSAF, c'est un petit peu là où vous payez un petit peu les charges, en fait, pour pouvoir... voilà, les charges Ouais, okay. de l'entreprise, quoi. Et donc, encore une fois, pour faire simple, quand vous démarrez, en général, en tant que coach sportif indépendant, vous choisissez un statut de micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur. Et en gros, là, vous avez quelque chose de fixe. Vous payez, c'est autour de 21 à 23%, selon si on inclut un prélèvement, etc. Mais en gros, l'ensemble des taxes et impôts que vous avez à payer, ce sera autour de ça, en fait. Donc, ce sera déduit directement de votre chiffre d'affaires et en gros, vous enlevez 23%, pour faire simple, quoi. Et après, il y a la CFE. La CFE, normalement, en tant que coach sportif diplômé, on a le droit en fait de demander une exonération. Ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez des conseils pour optimiser la partie juridique, il y a une des formations de Christophe Batz qui s'appelle les 13 astuces légales, qui est intéressante sur le sujet. Mais donc voilà. Et après, en fait, tout va dépendre en fait du statut que vous avez. Moi, par exemple, je suis entreprise individuelle aujourd'hui, donc une entreprise à mon nom où je regroupe mes activités. Et puis là, en fait, les charges que l'on va payer URSAF, en fait, vont vraiment dépendre de votre résultat, quoi. Donc en fait, ça dépend pas que de votre chiffre d'affaires, ça dépend aussi de vos dépenses. Donc voilà, donc je peux pas donner un chiffre comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir beaucoup de dépenses, comme moi par exemple, je paye quand même pas mal de prestataires ou de formateurs pour pouvoir en fait faire des missions pour le blog. Donc j'ai quand même pas mal de dépenses. Moi, clairement, un statut d'auto-entrepreneur ne serait pas intéressant parce que je ne pourrais pas déduire mes dépenses. Voilà, le statut de micro-entrepreneur est intéressant si on a assez peu de dépenses, quoi. Oui. Ouais. Effectivement, juste, on a une super question. Il y a Camille qui répond. Effectivement, quand on débute en tant que micro-entrepreneur, on a des droits, en fait, on peut demander un allègement les premières années là, de cotisation. Je ne connais pas ça par cœur, mais effectivement, Camille cite les 11%. Effectivement, la première année, si on fait une demande, on peut avoir moins de charges, ce qui peut être très intéressant. OK. Juliette nous pose une question qui fait un pont parfait avec le prochain chapitre en fait de notre podcast webinaire qui est les erreurs à ne pas commettre. Et justement, Juliette donc nous dit au début, beaucoup de coachs se trompent au niveau du code NAF de coach sportif. Est-ce que tu le connais? T'es pas obligé de le connaître, mais je trouvais que ça faisait un beau pont entre les deux thèmes. Alors effectivement, on peut avoir différents codes NAF. Et effectivement, ça peut être important. Alors, avant, c'était important de choisir le bon code NAF parce qu'en fait, au niveau des prises en charge des formations, on pouvait dépendre de l'AGFIS ou du FIFPL. Excuse-moi de dire des gros mots là, Étienne. Mais en gros,
En France, on Oui, cotise à oui, des organismes de formation. Et ensuite, lorsqu'on veut suivre une formation, oui. en fait, on peut avoir une prise en charge de cette Oui, formation-là. un crédit. Et donc, il y avait deux organismes. Ouais. Et il se trouve en fait que l'AGFIS était beaucoup plus intéressant au niveau du nombre de l'aide octroyée, était beaucoup plus intéressant que le FIFPL. Donc, avoir un code NAF qui dépendait de l'AGFIS était plus intéressant qu'avoir un code NAF dépendant du FIFPL. Voilà. Moi, à titre personnel, celui que j'avais choisi à l'époque, mais j'y connaissais rien, c'était le 9319Z, qui est en gros les autres professions liées au sport. Finalement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien trouvé parce que je suis un peu dans différentes activités liées au sport. Hein. Je suis coach sportif, où je donne des cours, j'ai mon blog, je donne des conseils. Enfin bref, du coup, ça regroupe plusieurs activités. Mais il y a d'autres d'autres codes NAF qui peuvent être intéressants. Ça, je vous recommande peut-être d'aller voir auprès du groupe de Christophe Batz Ouais. sur Facebook, peut-être pour répondre à cette question-là, ou bien contacter son entreprise. Ouais. Mais effectivement, c'est une... Ah oui, si. Un autre truc qui est intéressant pour ça, c'est Portail Auto-Entrepreneur. Donc le site Portail Auto-Entrepreneur, eux, en fait, ils accompagnent les coachs sportifs dans la création justement de leur statut de micro-entrepreneur pour ne pas faire d'erreurs. Je ne sais plus, peut-être vous payez 40 euros, un truc comme ça. Je sais que si vous passez par le Réussir sans BPGEPS, vous avez 10 euros de moins là. Si vous allez sur le site, c'est dans la partie après BPGEPS partenariat. Donc il y a un code, ça permet en fait de payer 10 euros de moins, 40 au lieu de 50, je crois. Mais eux, en tout cas, ils accompagnent. Voilà. On peut le faire tout seul, créer un statut d'auto-entrepreneur, clairement. Mais effectivement, si on fait des erreurs au début, après, c'est un peu compliqué. Si on se trompe de code NAF, après, c'est compliqué. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais par exemple, pour les formations, à l'époque, il y en a en fait qui recevaient que peut-être 900 euros par an maximum, alors que s'ils étaient sur un autre code NAF, ils auraient pu avoir jusqu'à 4000 euros. Quoi. Donc, ça peut quand même avoir des conséquences importantes. Donc, ouais. Ouais, ça a quand même des conséquences, effectivement. As-tu d'autres erreurs, justement, là, que tu crois qu'il serait important de mentionner ici? Donc, au niveau juridique ou au niveau global? Global. Global. Oui, alors, première erreur pour moi, c'est vouloir coacher tout le monde. Et sur tous les aspects. C'est-à-dire, en gros, comme si je disais, Ouais. moi, clairement, j'ai bien envie de coacher un petit jeune je sais pas, de 20 ans qui a envie de prendre de la masse musculaire. Et en même temps, j'ai des retraités, j'ai bien envie de leur faire des trucs de mobilité et d'étirement. Et puis j'aime bien le crossfit aussi, donc peut-être donner des cours de cross-training à l'extérieur. Le problème, si vous faites ça, c'est que en fait, on sait que vous êtes coach sportif, mais en fait, quand on recherche un coach sportif sur Internet ou ailleurs, on a du mal à vous trouver parce qu'en fait, vous êtes un peu trop large. Donc moi, ce que je conseillais, c'est d'avoir une double niche, une double spécialisation. La première, c'est une spécialisation un petit peu d'activité. À savoir, moi, par exemple, c'est cross-training et pilates. Voilà, pour mes activités. Et après, deuxième spécialisation, quel type de personnes vous voulez toucher? Parce que vous n'allez pas communiquer de la même manière si vous voulez toucher des femmes enceintes ou des retraités. Voilà. Donc moi, je sais qu'à l'époque, alors ça aussi, en fait, c'est bien de le savoir à l'avance, mais en fait, il se trouve que la réalité vous impose parfois en fait certains profils. Moi, par exemple, quand j'ai démarré, je sais un peu pourquoi, mais sans en être sûr non plus. Mais en fait, j'ai vraiment commencé à attirer une clientèle féminine de 35 à 50 ans, étrangère et qui avait beaucoup de moyens. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais c'est pas forcément la clientèle que je visais au départ. Mais finalement, il s'est trouvé que c'était la clientèle à qui je plaisais. Et donc après, je me suis mis en fait dans cette clientèle-là. Quoi. Ouais. Puis comment est-ce que tu as trouvé justement tes premiers clients? Mes premiers clients,
En fait, il faut savoir que quand j'étais en stage dans l'une des salles de fitness, en fait, pour pouvoir coacher un maximum et me faire de l'expérience, en fait, j'avais proposé de faire les bilans pour les nouveaux clients, les bilans de départ. Après, j'avais proposé aussi de rappeler les anciennes personnes qui ne venaient plus pour leur proposer un petit coaching gratuit d'une demi-heure pour les remettre un peu à l'étrier, enfin pour les remettre Ouais. en selle. Et ensuite, j'avais observé que dans les cours collectifs de body pump, en fait, c'était catastrophique en termes de position. Donc les gens, ils avaient quand même des barres avec un certain poids, et en fait, ils avaient le dos rond, ils faisaient n'importe quoi. Et donc du coup, j'avais fait une annonce un petit peu à la fin du cours en disant que s'il y en a qui voulaient que je les prenne pendant une demi-heure et que je leur montre comment bien exécuter les mouvements, et comme ça après, ils pouvaient faire le cours dans une meilleure sécurité, bah, à ce moment-là, moi j'étais à disposition, c'était gratuit, voilà. Et donc là, effectivement, j'ai eu pas mal de gens qui étaient venus me voir. Et bah, normal, hein. Et donc là, ce qui est bien, c'est que bah, les gens, ils Ah, mais apprennent à te connaître, ils apprennent, ils se disent, ben exact. voilà, il nous plaît bien, il prend de bonnes initiatives, et donc on crée une confiance comme ça. Exact. Donc, Exact. Et j'allais dire, l'important aussi qu'on oublie de plus en plus aujourd'hui, ce que tu as fait, en fait, c'est de donner avant de recevoir. Donc, de vouloir offrir de ton temps, de vouloir offrir ton expertise avant de direct demander pour un revenu en tant que tel. Et puis ça, c'est toujours important, autant pour bâtir une relation avec quelqu'un, autant juste pour montrer à la personne que ben, ton intérêt premier, c'est lui ou elle. C'est pas le 60 euros qu'elle te donne c'est en tant que ça. tel. Donner pour Donc, recevoir. c'est sûr que ça change toujours Exactement. un peu. Exact. Exact. Ouais. Exact. As-tu d'autres erreurs à ne pas commettre là, que tu auras en tête? Moi, ça me sonne tout de suite à la tête là, de vendre des programmes en ligne sans individualiser rien. Je sais pas Oui, oui, oui. si tu as un commentaire. On voit ça de plus en plus quand Oui, même. alors, c'est vrai que, effectivement, il y a certains youtubeurs ou instagrammeurs qui du coup sont connus, ils ont pas mal de personnes et puis du coup ils vont créer leur propre programme en ligne qui n'est pas individualisé, mais comme ils ont beaucoup d'aura, de charisme et tout, et que bah, du coup les personnes achètent, suivent plus ou moins le programme. Donc ok, eux, ils y arrivent parce qu'ils sont très connus. Ils passent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup d'énergie dans le fait de se faire connaître, dans le fait d'avoir de belles vidéos, de belles images, etc., de faire des partenariats. Donc, ils ont un boulot à part entière, clairement. Mais vous, si vous commencez en fait à vendre des programmes en ligne non personnalisés qui fait concurrence aux méga youtubeurs ou aux méga instagrammeurs, en fait, vous allez ramer parce que, en gros, personne ne va vous voir, quoi. Vous n'êtes Voilà. pas aussi populaire. Et donc, On est d'accord. Il faut comment est-ce faire que vous pouvez faire attention. une Ouais. différence? La différence, c'est dans la personnalisation. C'est dans le fait d'être en one-to-one à un moment donné au moins de la relation avec la personne et de l'écouter. Voilà. Par exemple, quand vous achetez un programme en ligne, il Ouais. n'y a pas d'écoute. La personne, elle vous écoute pas, il n'y a personne qui vous écoute. Non. Et moi, il faut savoir que clairement, ce qui fait que je vends et ce qui fait que je me démarque aussi d'une partie des coachs, c'est vraiment que je passe du temps à écouter les personnes qui viennent me voir et qui demandent de l'aide. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui vient voir un coach sportif, il demande de l'aide. Voilà. Il va trouver une raison un peu bateau du type je perds du poids ou je vais avoir l'air bien sur la plage, etc. Mais il y a souvent, très 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 souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, toujours, ouais, Toujours. une, une souffrance plus profonde dont la Ouais. personne n'a souvent même pas conscience. Et donc nous, le rôle en fait du Ouais. coach sportif, c'est de comprendre quel est ce besoin-là, d'en faire prendre conscience et d'accompagner pour la résolution de ce problème-là c'est vraiment une souffrance. Si je parle de souffrance, c'est vraiment pas un mot Ouais. choisi au hasard, quoi. Ouais.
On est d'accord, d'où faire attention, de mettre sa valeur et son expertise de l'avant en premier. Même par rapport à ça, nous, on parle souvent là, chez XFIT de facturer en forfait, pas en taux horaire. Ça, de toute façon, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas ici. Je vous laisse tout le monde. Là, vous pouvez aller sur notre page YouTube ou sur notre Spotify là, ou Apple Podcast pour regarder ce webinaire-là là, en tant que tel. Autre erreur commise souvent que petite portion promotionnelle ici, mais moi je dirais c'est suivre les clients sans un outil en tant que tel, les suivre avec un fichier Excel de façon hyper générique, avec des exercices un peu trouvés n'importe où sur Internet, sans être capable de voir qu'est-ce qu'ils font sur leur monde connecté, sur leur Strava quand ils partent courir, ne pas avoir les graphiques, ne pas avoir l'information. Donc, d'être un peu un coach à l'aveugle en tant que tel. Donc, assurément, je prêche pour ma galerie, étant donné que je travaille chez XFIT, mais je crois réellement, sincèrement, par contre, que c'est intelligent dès que vous commencez d'avoir un outil qui permet effectivement de vous rendre plus efficace d'un premier point, mais surtout d'augmenter le professionnalisme et la qualité du suivi. Donc, de justement pouvoir voir, par exemple, les données de Strava, de pouvoir envoyer des questionnaires de motivation. Donc, toutes des choses qui sont beaucoup plus, qui sont de la qualité du suivi là, en tant que tel. Et surtout que grâce à BPGEPS, en plus, vous avez, si vous voulez, là, 40% de rabais sur les premiers mois pour bien démarrer votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux ou avec nous directement, disant que vous venez de BPGEPS, réussir son BPGEPS. Et puis, on va vous aider là, assurément à démarrer votre activité. Est-ce que tu as d'autres erreurs, Frédéric, que tu crois qu'on n'aurait pas parlé? Autrement, moi, je te propose, on pourrait passer aux idées de stratégie, donc on pourrait aller vers Allez, un autre chapitre. allons au chapitre suivant. Autre chapitre. Les idées, donc. Quelles sont les idées? On a déjà donné plein d'idées pour trouver ses premiers clients, donc de donner avant de recevoir. Est-ce qu'on a d'autres idées pour les gens qui nous écoutent, donc à faire avant même d'être diplômé? Oui, alors pour moi, la première chose à faire, c'est d'avoir un projet professionnel clair et précis. Nous, c'est pour ça que pour, Oui. par exemple, les élèves que l'on accompagne dans notre prépa BPGEPS online, donc avant d'entrer en formation, on passe beaucoup de temps, on a une formatrice qui s'appelle Laurence Broussier qui est excellente sur le sujet, on passe beaucoup de temps à ce qu'ils aient un projet professionnel vraiment clair. Et quand je dis clair, c'est qu'il soit rentable sur le marché, qu'il corresponde à un besoin, mais également qu'il prenne en compte les particularités de chacun. L'expérience qu'il y a eu avant, la vie Oui. d'avant et les goûts. Nous, par exemple, Oui. on a beaucoup qui se posent la question, est-ce que je suis pas trop vieux pour devenir coach sportif parce qu'ils ont 45 ans. Et en fait, quand on creuse, on voit que leur vie d'avant était exceptionnelle. Il y en a qui ont été dans le service justement aux personnes, d'autres dans le marketing, mais en fait, d'autres qui étaient militaires. Mais en fait, à chaque fois, on peut, en creusant ce qu'ils ont fait avant, trouver en fait un point qui va faire qu'ils auront leur spécialisation et qu'ils auront leur point fort par rapport Oui. aux autres personnes, quoi. Donc oui, le premier conseil, c'est dès le départ, avant même d'entrer en formation, avoir un projet professionnel clair en fait, et où vous vous dites, là clairement, moi je me démarque des autres, des autres coachs sportifs parce que ça, parce que ça, parce que ça. Oui. Donc premier point, c'est ça. Ensuite, après, c'est effectivement bien choisir son lieu de stage ou d'alternance, bien son entreprise, parce que, en fait, comme pour moi, en fait, c'est là où vous allez aussi pouvoir trouver vos futurs clients. Il y en a, par exemple, on avait accompagné une, euh, une femme qui partait du Luxembourg, qui était comptable et qui voulait aller vivre à La Réunion pour devenir coach sportif. Elle, par exemple, elle avait fait le choix de directement faire sa formation du BPGEPS à La Réunion parce que ce serait en fait son futur lieu de résidence. Donc, si elle avait suivi sa formation Oui. proche du Luxembourg, par exemple, et qu'elle avait ensuite déménagé à La Réunion, en fait, ça aurait été dommage parce que elle aurait pas forcément pu se faire connaître et puis trouver un réseau à ce moment-là. Oui.
Donc oui, donc ça, deuxième conseil, bien choisir son lieu de stage. Et pour ceux qui sont en BPGEPS, on a un projet d'animation à faire, donc, ce qui correspond aux UC 1 et 2. Il y a 4 UC, donc ça c'est la moitié des UC, c'est ça. Les UC, c'est les unités capitalisables, c'est en gros les modules qu'on doit passer pour avoir le diplôme. Voilà. Et ça, en fait, c'est un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire un événement qui rapporte de l'argent ou qui amène des nouveaux clients ou qui fasse connaître le club dans lequel vous êtes. Donc, on est vraiment sur quelque chose lié au sport, mais d'un point de vue business. Et donc, si vous avez votre projet d'animation qui est en lien avec ce que vous voulez faire pour la suite, bah, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un projet d'animation qui n'a aucun lien. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait un projet d'animation dans le cross-training, version CrossFit. À l'époque, c'était encore très peu connu le CrossFit en France. C'était en 2014, donc il n'y avait quand même pas beaucoup de box en France. Il y en avait, je sais pas, quelques dizaines. Et donc moi, après, comme c'était ma spécialisation de faire du cross-training en small group training, bah, du coup, en fait, j'avais pu en fait me faire la main lors de mon projet d'animation. Donc voilà, là, il y a déjà 3 premiers conseils qui sont intéressants. Projet professionnel. Moi, j'en rajoute. Vas-y. Ouais, non, voilà. Vas-y. Ah, mais j'en rajouterais un. Ah! Je te laisse parler, vas-y. Okay. J'en rajouterais un en tant que tel, moi, puis je suis sûr que tu vas rebondir dessus. Mais d'oser en tant que tel, on a beaucoup appris dans nos sociétés, dans notre, comment on a été élevé, en fait, à ne pas déranger les personnes. Mais si vous avez confiance en ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, de parler avec quelqu'un, de s'adresser à quelqu'un pour lui proposer une idée, ce n'est pas de le déranger en tant que tel. Donc, oser malgré tout de mettre un pas de l'avant, d'essayer des choses, de proposer des choses. Un peu comme tu as fait, Frédéric, quand tu as proposé d'appeler les clients qui ne venaient plus à la salle. C'est tu as osé quelque chose en sachant que tu allais proposer quelque chose qui avait une valeur en tant que telle. Donc, je dirais de ne jamais se restreindre trop non plus et oser à faire des Alors, choses. justement, je vais rebondir. Effectivement, tu avais bien anticipé sur ce que tu dis. À savoir que moi, clairement, j'ai été très bien éduqué, un peu trop bien, et dans le sens où j'ai toujours l'impression de déranger les gens, en fait. Et, donc, mais par rapport à ça, moi, voilà. Il y a 2 astuces que j'utilise. La première, c'est de me dire, de me demander quelle est mon intention derrière. Est-ce que c'est une bonne intention ou est-ce que c'est une mauvaise intention? Si mon intention, c'est vraiment d'accompagner, d'aider, d'apporter quelque chose et que c'est du positif, ben, autant le faire. Sinon, sinon, je prive en fait les autres d'un cadeau, quoi. Voilà. Et deuxième question que je me pose, qui m'aide beaucoup, pas que dans cet aspect-là d'oser, c'est me poser la question qu'est-ce que je risque dans le pire des cas? Voilà. Un refus. Voilà. Et c'est pas la mort en fait. La seule personne qui peut être blessée par un refus entre guillemets, c'est votre ego. Et votre ego finalement, il vous freine souvent plus qu'il vous aide. Donc c'est pas bien grave. Mais par contre, si ça réussit, si vous avez un oui ou si ça avance, bah, vous allez renforcer votre confiance en vous. Ouais, exact. Donc, très bon. Ça, c'est un bon conseil, je trouve, malgré tout. Est-ce que tu aurais d'autres stratégies, idées, conseils à dire avant de clore ce webinaire? Alors, là, ce qui me vient en tête, c'est un petit peu la question de se poser, enfin de créer un site internet ou pas. Est-ce que c'est indispensable ou pas? Et donc, moi, clairement, j'avais créé un site internet qui était bien référencé au niveau de ma localisation
et qui était très clair au niveau du type d'activité que je proposais et qui était en français et en anglais, d'où aussi la clientèle étrangère que j'ai eue après. Donc ça, moi perso, j'avais trouvé que c'était une bonne idée, ça m'a pas mal aidé par la suite. Après, vous n'êtes pas obligé de passer par un site internet qui est à vous. Il y a pas mal d'autres possibilités. Il y a la possibilité de passer par des franchises qui regroupent plusieurs coachs sportifs et qui vous forment à la vente, etc. Il y a la possibilité de rejoindre, on va dire, un annuaire de coach sportif en ligne qui vous fait votre promotion, entre guillemets. Là, le seul risque, c'est qu'au niveau, vous êtes souvent en lien, en concurrence frontale au niveau des tarifs. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'être en dehors d'Internet et de passer par un réseau de commerçants et de professionnels autour de vous. Donc, moi, si j'avais un conseil par rapport à ça, c'est de choisir un petit peu le mode de communication qui vous correspond le plus. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, n'allez pas communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça et qui le feront 10 fois mieux que vous. Non. Par contre, si vous êtes ultra à l'aise avec les autres professionnels, les autres commerçants, que vous avez l'approche facile, que vous êtes sympa physiquement, dans votre approche, pourquoi pas vous faut faire connaître comme ça, ou sinon aller voir votre mairie pour voir si ils ont des cours que vous pourrez faire pour eux et vous faire connaître comme ça. Donc en fait, voilà, la communication pour moi, le dernier conseil, ce serait de choisir en fait un mode de communication qui vous correspond et dans lequel vous êtes à l'aise. Oui. Ouais, et je renchérirais sur ce point en disant que les entreprises trouvaient des clients avant le web aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres stratégies. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut juste être sur le web, veut juste faire des podcasts, du contenu, veut juste faire des choses de ce genre-là, mais c'est pas nécessairement utile dans le contexte d'un coach. Et tu viens de le dire, si vous n'avez pas l'intérêt, vous allez mal le faire et puis il n'y a rien qui va bien. Je prends souvent l'exemple, si la clientèle que vous voulez cibler, c'est des gens, par exemple, avec une blessure au genou, qui ont vu un kiné ou un physio et qui aujourd'hui veulent se renforcer, ben, allez voir les kinés autour de chez vous, allez voir les physios autour de chez vous. Faites-vous connaître auprès de ces gens-là pour recevoir des références. Donc, pensez à nouveau à des canaux de distribution, des canaux de communication qui sont moins. Alors, moins juste, belles, je vois un truc que Camille écrit, qui fait qui a des questions très, très pertinentes à chaque fois. Et donc, elle parle du bouche à oreille, que c'est mieux et que ça crée plus de valeur. Parce que quelqu'un dit du bien de vous. Donc, ce qui est vrai en tant que tel, le bouche à oreille, c'est top. Ça met du temps quand même à se mettre en place. Donc, il ne faut pas non plus trop compter dessus au départ. Et moi, je vais quand même rajouter une limite que j'ai vue à ça. C'est que auquel j'aurais pas pensé au départ. Bon, du coup, je vous le partage. C'est que, en fait, il y a une partie des coachés que vous allez avoir. Pour eux, c'est un privilège d'être avec vous. Et ils veulent pas forcément que d'autres personnes autour d'elles aient le même coach. Tu vois, c'est un peu, vous êtes leur coach, quoi. Et donc, elles vont pas forcément en parler à leurs copines ou à leurs copains et tout, parce qu'en fait, ils veulent avoir cette exclusivité. Et donc, moi, je sais que dans la clientèle étrangère féminine que j'avais, en fait, ils gardaient ça. A priori, elles étaient contentes parce que ça fait 7-8 ans que je les ai. Donc, a priori, ça va. Mais elles m'ont pas amené d'autres personnes, quoi. Tu vois, mais ils veulent pas. Donc, c'est un petit peu Non. Non, puis ils veulent pas parce qu'effectivement, ils veulent pouvoir parler avec toi de façon complètement ouverte sans que tu connaisses l'autre personne de qui ils parlent, par exemple. On est d'accord. Mais bouche-oreille, ça peut être aussi là, par des gens autour, des spécialistes ou d'autres personnes. Mais on est d'accord, le bouche-oreille, c'est un pourcentage de votre clientèle qui va le faire. Mais donc, il faut avoir un certain nombre de clientèle avant que ça commence à prendre effet. Mais effectivement, qu'une fois que ça existe, les taux de conversion sont quand même vraiment meilleurs. Autre astuce, effectivement, si jamais vous voulez vraiment agir sur le bouche-oreille, dites-le en fait dites-le à vos coachés. Ils vont pas forcément y penser, en fait. Mentionnez-le. Dites-leur que vous cherchez des nouveaux coachés. Et à ce moment-là,
Ouais. Oui, que vous avez des nouvelles places, en fait. Que vous avez plus de temps à te donner. Puis donc, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui pourra en bénéficier? Et effectivement, on ne le demande pas assez souvent, mais il faut que vous le demandiez pour que la personne le fasse. Autrement, elle ne le fera pas là, en tant que telle. On a condensé en 1 heure beaucoup, beaucoup de conseils, Frédéric, beaucoup de contenu. Euh, Honnêtement, sûrement plein de monde ont mal à la tête aujourd'hui après ce webinaire. Si vous voulez pousser plus loin, parce qu'il reste encore du contenu à dire, puis il reste de l'accompagnement si vous voulez, on a ici là, le lien vers le site web de Réussir son BPGEPS, donc le site web de Frédéric, où vous pourrez justement pousser cette réflexion plus loin, voir son blog où est-ce qu'il y a énormément d'aide et de contenu en tant que tel pour vous aider. Encore une fois, merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été là Bah, avec nous. c'était un plaisir, hein. Merci d'avoir C'était un participé. plaisir. Merci. Merci à tout le monde d'avoir participé aussi dans le chat. Très bien. Bah, merci Étienne, puis merci à tous. Je vois que vous êtes restés jusqu'au bout, donc ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas, là, tout le monde, si vous avez des questions, comme je dis, de communiquer directement avec Réussir son BPGEPS ou avec XFIT. On pourra vous rediriger là, vers Frédéric si vous avez besoin, sans problème. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Si vous avez besoin de revoir ce webinaire, vous y aurez accès en enregistrement d'ici 24 heures. Autrement, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube pour le retrouver là, très rapidement. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, Frédéric, on se retrouve pour un prochain webinaire. Avec plaisir, Étienne. Et très bonne journée à vous tous. Allez, au revoir.